Merci Julie Gacon et bonjour à vous tous et je suis très contente de vous retrouver évidemment. J'espère que vous abordez cette rentrée dans les conditions les meilleures. Alors maintenant, pour ne pas perdre nos mauvaises habitudes, la question qui torture mes invités, vous êtes tout pâle Olivier, une blague, c'est à vous. Il y a une blague qui est plutôt une blague zen. C'est les 3 disciples en fait qui ne sont pas d'accord et qui décident d'aller voir le maître zen. Et puis le premier disciple voit le grand sage et lui dit voilà, on n'est pas d'accord, on se demande si Dieu existe. Et moi je suis persuadé que Dieu existe. J'ai raison, grand sage. Et le grand sage lui dit la réponse à ta question est très claire, Dieu existe, tu as raison. Les 3 disciples repartent discuter, franchement ils ne sont pas d'accord. Le deuxième disciple revient et dit au grand sage « Moi je prétends que Dieu n'existe pas ». Et le maître zen réfléchit et dit « La réponse est très claire, c'est toi qui as raison ». Et ils repartent et les 3 disciples rediscutent, c'est très animé. Et le troisième timidement va voir le grand sage et puis lui dit « Je ne comprends pas du tout, c'est totalement contradictoire, vous dites qu'ils ont raison pour les deux questions ». Et le grand sage réfléchit et dit « C'est très clair, c'est toi qui as raison. » C'est reparti pour un an de blagues et surtout d'aventures. Alors aujourd'hui, l'esprit d'aventure en avant toute, nous allons planer et voler, mais pas seulement en rêve. Nous allons voyager dans le temps, accomplir les prophéties des auteurs de science-fiction, détourner les astéroïdes qui pourraient nous menacer, découvrir les faces cachées des planètes et vérifier que nous sommes bien au XXIe siècle et que la poésie n'en est pas exclue. Nous aurons aussi la visite d'Elisabeth Lerminier qui cette année traquera l'esprit d'aventure dans le monde entier. Mais d'abord une seule question, Olivier Boisard. Quand est-ce que ça a crumblé grave pour vous ? Ah, souvent, mais... Par rapport au sujet qui m'intéresse particulièrement, je dirais, moi je me souviens quand j'étais tout gamin, je suis de la génération qui a vu Apollo quand j'avais à peine 10 ans, et je crois bien que là ça a vraiment crumblé très grave de voir tous ces gens marcher sur la Lune en me disant qu'il faut qu'on revoie ça à nouveau avant quelques années. J'espère qu'on va le revoir prochainement quand même. C'est vrai que ça nous manque un peu ces grands départs comme ça. On était vraiment suspendus à ça. Olivier Boisard, dans la vie normale, il est à la fois professeur à l'École centrale de Lille et ingénieur conseil indépendant dans le domaine de l'urbanisme et de l'habitat. Mais dans la vie qui nous passionne aujourd'hui, il est président de l'U3P. Qu'est-ce que ça veut dire U3P ? Alors l'U3P, c'est une association loi 1901 qui veut dire... Je préviens, le nom paraît barbare, Union pour la promotion de la propulsion photonique, qui est le principe des voiles solaires qui se déplacent dans le ciel, poussés par la lumière du soleil. Alors vous nous en direz plus tout à l'heure, et vous êtes là en particulier donc pour nous parler d'un grand projet qui nous a fait dresser l'oreille. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, les miennes sont taillées en pointe comme Spock. J'ai vu comme Monsieur Spock, Madame c'est Spock. Ça, oui, je suis Madame Spock. Donc votre projet, c'est d'envoyer sous peu une voile solaire dans l'espace, avec pour objectif suivant de lancer la première grande course Terre-Lune de voiliers solaires. Exactement. C'est du rêve, c'est de la passion, mais c'est aussi le monde de demain quand il nous séduit. Chris Crumble, c'est l'esprit d'aventure sur France Inter. Il y avait des chansons, les hommes venaient y boire et rêver. Dans la maison sur le port où les filles riaient fort, où le vent faisait chanter. Les pêcheurs vous le diront, ils y venaient sans façon avant de partir tirer leur filet. Ils venaient se réchauffer près de nous, dans la maison sur le port. Les volets se sont rouverts et depuis, les rires des filles se sont envolés. Sous un tube de néon, un fonctionnaire à lorgnon est perdu dans ses papiers, vieux papiers. Où sont les rideaux à fleurs et les lampes de couleur, les cheveux de Maria, ses bras nus. On dirait que tout est mort et bien mort dans la maison sur le bord. Pourtant je suis revenu une nuit, j'avais cru qu'on y chantait comme avant. Mais les couples qui dansaient n'étaient plus rien à présent que les ombres du passé. Vainement je recherchais cette fille que j'étais, qui savait aussi chanter et aimer. J'ai bien vu que tout est mort et bien mort dans la maison sur le port.
pas sur mes 20 ans que je pleure. Bien souvent avec les filles j'ai pleuré. Mais on aurait pu laisser nos chansons dormir en paix. Nos chansons et nos amours, nos amours. Je l'ai dit à Maria et aux filles de là-bas. Allons boire pour oublier. Puisque notre cœur est mort et bien mort dans la maison sur le port. Puisque notre cœur est mort et bien mort. Sur le port. Severino, la maison sur le port. Et vous nous parliez tout à l'heure, Olivier Boisard, du jour où ça avait crumblé grave pour vous, quand vous avez vu les premiers hommes marcher sur la Lune. Alors, avant de marcher sur la Lune, il a fallu qu'ils décollent. On était le 16 juillet 1969. Il est 14h32. On est à Cap Kennedy. 5, 4, 3, 2, 1, 0. La fusée commence à s'élever. Il y a une flamme qui se répand sur près de 300 mètres. Tous les journalistes dans la tribune de presse applaudissent. Déjà, vous commencez à entendre le bruit. La tribune de presse tremble sous l'onde de choc du départ de la Saturn V. La fusée maintenant a la puissance maximum. Elle a déjà disparu à nos yeux. Elle a laissé derrière elle une longue trace de fumée noirâtre à hauteur de la tour de lancement. Et beaucoup plus haut dans le ciel, à peu près à l'endroit où elle a disparu à nos yeux, une mince frange de fumée blanchâtre. Nous apercevons encore une trace de flamme extrêmement loin, extrêmement haut, un point minuscule brillant. Cette flamme, c'est celle des 5 moteurs F1 de la fusée Saturn V qui sont en train d'entraîner cet énorme poids vers l'altitude de 66 km environ. C'est en effet à cette altitude-là, et après 2 minutes 40 de poussée totale par le premier étage de la Saturn V, que va s'effectuer dans quelques secondes maintenant la séparation entre le premier et le second étage. Et nous voyons distinctement un minuscule point blanc qui retombe maintenant dans l'océan Atlantique. Et voilà, et 5 jours plus tard, le monde entier regardait la télévision, et vous aussi, Olivier Boisard. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous viviez? Moi, j'étais tout petit quand même. Oui, J'avais oui. 7-8 ans. Alors, je me souviens aussi des missions suivantes. Et je me souviens d'après-midi où il y avait la retransmission en direct sur la petite télé noir et blanc de ces astronautes qui faisaient des choses étranges avec des expériences. Tout ça était en direct. Ça faisait complètement rêver. Ça, à mon avis, ça fait tout autant rêver aujourd'hui. Donc, vous avez suivi les autres expéditions. À chaque fois, vous étiez accro, quoi. Ah, moi, ça m'intéressait beaucoup. On coupait dans les journaux les photos et on suivait ça de près. Je sais que quand vous étiez étudiant, vous avez fait un concours. C'était le concours du prix Phillips qui consistait en une étude pour aller sur la planète Mars. Alors ça, c'était en 81. Ouais. Quand j'étais étudiant, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai rencontré tous mes acolytes de l'U3P en 81, où j'avais conçu un petit engin pour aller sur Mars. On avait calculé les orbites sur ordinateur, j'avais fait les plans. Ouais. Et donc c'est comme ça, en faisant tous ces calculs, que le courant a bien passé avec tous mes camarades de l'U3P. Et que avec qui vous avez créé donc l'U3P, dont vous êtes aujourd'hui le président. Je suis très honorée d'être... Tout le monde est président en France de quelque chose. Bah, surtout vous. Alors, l'U3P, c'est l'Union pour la promotion de la propulsion photonique. Donc créée en 81, c'est une association avec des scientifiques, des étudiants, des amateurs, qui avaient déjà l'idée de lancer une grande course Terre-Lune de voiliers solaires. Ça s'est passé comment, cette création? Alors, quelques ingénieurs qui travaillaient notamment au CNES ont eu cette idée-là très tôt. Moi, je les ai rejoints donc quelques mois après la création de l'association. Et l'idée de voile solaire était ancienne. Des Américains, de la NASA, dans les années 70 et même avant, avaient eu l'idée de faire des voiliers solaires. Mais il n'y en avait pas eu encore. De même qu'aujourd'hui, il n'y en a pas eu tellement. Mais oui, c'est ça. Et on s'est dit, il faudrait à la fois démontrer que tout ça est faisable et avoir un événement ludique pour le figurer. Ouais. Donc pourquoi pas une course? Donc l'idée, c'était de lancer 3 voiliers
en orbite autour de la Terre, puisque là, les voiliers ne partent pas de la Terre, il faut les lancer depuis une fusée. Et puis à partir de là, ils se déploient comme des petites fleurs dans le ciel. Et puis chacun prend ses commandes. Alors on avait imaginé dans les années 80 l'Europe, le Japon, la Russie, ou les Américains. Et puis le premier qui prenait une photo de la face cachée de la Lune avait gagné. Donc, on a déposé les statuts de la course, on a défendu l'idée. On a été à deux doigts de réaliser ce projet plusieurs fois, en 86, en 92. Mais qu'est-ce qu'il a fait rater à chaque fois? Alors pourquoi ça ne s'est pas réalisé? Alors déjà, on est une association qui voulait vraiment réaliser ce projet plutôt avec des moyens amateurs. Donc il faut quand même avoir l'appui de grosses structures. Donc c'est beaucoup de temps, trouver des sponsors. Et ce qu'on disait à l'époque, c'est que c'était tout à fait de l'ordre de grandeur du budget de communication d'une grande entreprise. C'est-à-dire, plutôt que de financer un catamaran, pourquoi ne pas construire un voilier solaire? Alors, un voilier solaire, ça marche comment? C'est pas le vent, c'est le soleil. Alors, c'est pas le vent, c'est le soleil. Même s'il y a des analogies. Vous avez de la lumière qui arrive, qui est faite de petits grains de lumière, qu'on appelle des photons. Ces grains de lumière, quand ils rencontrent une surface, quelle qu'elle soit, lui donne une petite impulsion, comme une balle qui rencontre un mur. Donc maintenant, imaginez que vous avez une voile qui aurait la taille d'un terrain de football. Déjà, ce qui dans l'espace, c'est rien du tout. Vous êtes en apesanteur, vous faites ce que vous voulez. Vous faites des trucs très très fragiles, ça s'écraserait sur Terre, mais dans le ciel, ça tient gentiment. Vous avez le soleil qui arrive dessus, et bien cette grande voile d'un terrain de football aurait une pression du soleil au niveau de la Terre de l'ordre du poids d'une pièce de monnaie. C'est pas grand-chose alors. C'est pas grand-chose. Donc, il ne faut pas espérer avoir des accélérations foudroyantes avec une voile solaire. Et pourtant, et c'est là où la physique dans l'espace est étonnante, et ça, c'est là où les études le démontrent, c'est pas grand-chose, mais c'est continu. Alors que quand vous décollez, comme tout à l'heure d'Apollo avec la fusée Saturne V, le plus gros, plus puissant engin fait au monde dans l'histoire, eh bien là, il y avait une puissance très forte, mais pendant quelques minutes seulement. Alors que nous, c'est une puissance très faible, mais à l'infini. Autrement dit, vous allez accélérer, et puis vous pourrez... alors nous, on avait calculé avec la technologie des années 80... Quoique pour aller jusqu'à la Lune, il vous fallait combien de temps, grosso modo? Alors les ingénieurs de l'U3P avaient calculé à peu près une année à tourner, donc ça fait une belle spirale. Et alors ce qui est amusant, c'est qu'en plus, les voiliers solaires sont visibles de la Terre, comme le sont les satellites aujourd'hui. Sauf que là, c'est des points vraiment lumineux. Et ça s'éloigne, donc ça ne pollue pas trop le ciel au niveau lumineux, puisque ça dure un certain temps, ça s'éloigne après. Donc vous avez à la fois une course que tout le monde peut voir en même temps. Et vous imaginez... Une course tranquille en même temps, on peut prendre son temps pour la regarder. Alors, on avait eu des tas d'idées. Là encore, je vous parle des projets des années 80 qui étaient de dire il fallait définir des stratégies de vol. C'est une vraie course. Donc, vous tirez des bords. Il y a peut-être des techniques un peu particulières de navigation. Et ce qu'on avait imaginé, en fait, c'était que pour donner les grandes commandes du voilier, pourquoi pas imaginer un camion itinérant avec tout l'équipement radio qui relaie les commandes au voilier. Et puis, on ferait, je sais pas moi, un concours, on proposerait à des enfants d'appuyer sur le bouton pour... Donc ça, c'était une idée des années 80, de faire une course où tout le monde aurait pu participer, même symboliquement, à ce projet de course. Comment ça se fait qu'il n'y en a pas encore des voiles solaires? Il y en a eu, il n'y en a pas eu? Au pied de la lettre, aujourd'hui, il n'y en a pas eu. Mais il y a eu beaucoup de choses très proches. Alors déjà, il y a des programmes très sérieux. Alors, les voiles solaires sont de plus en plus d'actualité, notamment parce que ça ne coûte pas très cher. Les Japonais ont lancé il y a 3-4 ans, même un peu moins, je crois bien, une fusée où ils ont testé le déploiement d'une voile solaire, qui est l'étape un peu délicate. Vous avez une petite chose pliée qui fait quelques centimètres. Qu'on met dans un lanceur. Qu'on met dans un lanceur. Et puis ça se déploie dans l'espace. Donc cette étape délicate que nous on compte tester avec nos projets, des Japonais, donc de la grande agence spatiale japonaise, l'ont testé sur ce qu'on appelle un vol parabolique, un vol balistique, c'est-à-dire qui retombe sur Terre, n'est pas satellisé. Donc il y a eu un premier projet qui sera suivi d'autres tests. Il y a eu nos amis américains de la Planetary Society, qui est une grande association d'amateurs de l'espace américaine. Parce que je rappelle que vous êtes une association d'amateurs. Il y a des professionnels, des amateurs, il y a de tout dans votre association. On est une association de 1900. Il y a des passionnés de tous les horizons. Ces projets sont souvent des projets internationaux. Voilà. Nos amis américains, justement, comme nos amis japonais, ont lancé en 2005... un voilier qui s'appelait Cosmos, depuis un lanceur russe. Donc, vous voyez, c'est très international. Mais ces voiliers, alors, à chaque fois, c'est des essais, quoi. Alors, c'était très frustrant parce que
Le voilier a été lancé depuis un missile qui était lancé d'un sous-marin atomique russe. Donc, Oui. vous voyez, c'est assez étonnant. Et le missile a explosé au décollage. Oui, Un moteur s'est mis en C'est pas un panne. succès total, quoi. La voile n'était pas en cause, Bon. mais très, très grande frustration. Mais alors vous, tout ça, ça vous décourage pas, l'U3P? Vous continuez sur votre projet de course solaire. Donc, avant la course solaire, il faut quand même une première étape. Il faut en envoyer un déjà de voilier solaire. Alors, il faut en envoyer un et y aller pas à pas. C'est-à-dire que c'est des projets où il faut tester les technologies, montrer qu'on est capable. Donc, c'est un peu dans cette logique qu'actuellement, on conçoit plutôt des microsatellites. Oui. Il y a des satellites qui font 3 kilos, par exemple, celui qu'on imagine actuellement, comme d'autres. Vous êtes assez près, là, du but. Hein. C'est plus du rêve. On n'a jamais été aussi près, comme on dit généralement. Et quand un chef d'entreprise aura entendu cette émission et qu'il voudra que son entreprise parte dans l'espace avec Libellule Dragonfly, ça sera fait. Si quelqu'un veut nous aider, on est actuellement en train de contacter différents sponsors pour vraiment donner vie à ce projet qui est tout à fait accessible. Alors vous en êtes où, donc? Alors, on en est où? On a lancé des études maintenant sur ce projet, donc Libellule Dragonfly, qui est un microsatellite qui va tester le déploiement d'une voile qui fera 4 mètres de diamètre. Donc alors, une petite voile. Cette voile, pour la plier, vous vous êtes interrogé longuement et... Et alors, plier une voile, écoutez, en toute logique, c'est de l'origami, c'est du pliage de papier. Donc, on avait contacté dans les années 80 l'association des plieurs de papier, le mouvement français, le MFPP, le mouvement français des plieurs de papier, qui nous avait aidé à trouver ce qui est loin d'être simple. Il y a pas 50 solutions. Une façon de plier notre voile pour qu'elle ne se mette pas en torche lorsqu'on la déploie comme un parachute. Sauf que nous, on a des contraintes. Il faut que ce soit relié à des petits mâts très légers. Il faut que ça ne colle pas trop. Enfin bon, il y a un certain nombre de contraintes qu'on a gérées avec ce mode de pliage. Donc, une boîte de 3 kilos, la voile pliée à l'intérieur. La voile pliée à l'intérieur. Donc là, actuellement, on travaille avec des étudiants, encadrés par des professionnels de l'U3P et de nos partenaires sur ce projet. L'association de radio amateurs AMSAT France, qui a déjà lancé des très beaux satellites amateurs dans le passé. Ils ont vraiment de l'expérience. Ils nous donnent un coup de main sur l'électronique. Donc, on aura une petite webcam à bord. On prendra des photos qu'on diffusera sur Internet des différentes phases du déploiement. Et on pourra la piloter à partir du sol, la webcam? Alors, à ce stade, on ne pourra pas encore piloter sur notre microsatellite. Ah, zut! Mais ce sera le prochain. Prochaine étape. Prochaine étape. Voilà, quand je vous regarde, je me dis, est-ce que ces gens sont géniaux? Est-ce qu'ils sont complètement timbrés? C'est des rêveurs? Ce sont des ingénieurs? C'est un mélange de tout ça, hein? C'est un mélange de tout ça, parce qu'il y a beaucoup d'ingénieurs. Il y a des ingénieurs qui aiment bien rêver, mais en étant solides sur le plan scientifique. Mais je crois que c'est ce que rejoint un peu les voiles solaires au niveau des différentes thématiques qu'on aborde, quoi. Alors, vous nous avez apporté un son qui est le son de l'espace. On va l'écouter, vous allez nous dire ce que c'est. Alors on entend une espèce de souffle comme ça, c'est pas d'une beauté fracassante, sauf quand on sait ce que c'est. Vous m'avez dit que c'est la seule prise de son réalisée dans le système solaire au-delà de la Lune. Je dirais que c'est un son qui est plus symbolique par rapport aux voiles solaires, parce que les voiles solaires sont dans un vide où il n'y a aucun son. Oui. Alors, quitte à illustrer, autant prendre un son réel. Et à ma connaissance, le son qu'on entend, c'est le plus lointain jamais enregistré par l'homme. Il a été pris, je crois que c'était en 2005, par la sonde Cassini-Huygens, en l'occurrence le module Huygens qui a atterri sur Titan. Une lune extraordinaire avec une atmosphère et des lacs de méthane. On l'a eu confirmation récemment. Au moment où on parle, il y a des lacs de méthane quelque part à quelques centaines de millions de kilomètres. Et il y avait un petit micro dans la sonde qui a enregistré le son, le bruit. Donc, c'est pour ça que c'est un bruit blanc. Hein. On entend un bruit qui, c'est en fait le bruit du vent, du souffle de la sonde rentrant dans l'atmosphère. Donc voilà, je dirais symboliquement, puisque là, c'est pas le même vent que le vent utilisé pour les voiles solaires. Ça fait rien, ça nous émeut. Le son le plus lointain enregistré, c'est un son de vent. Alors on va parler tout à l'heure des applications possibles, et très sérieuses, de la propulsion photonique, n'est-ce pas? À laquelle vous avez recours pour les voiles solaires. J'ai beaucoup appris ces derniers temps. C'est touchant aussi parce que c'est un moyen plus économique pour voyager dans le système solaire, et puis c'est un moyen peut-être plus poétique. Et c'est une dimension qui pour nous est importante. Alors,
économique, poétique, mettre ça dans les deux phrases. Vous voyez, il n'y a pas 50 sujets qui permettent de mettre ces deux mots dans une même phrase. Les voiles solaires le permettent. Alors cette année, vous ne le savez pas encore, puisqu'on vient de commencer l'émission, mais chaque semaine, Elisabeth Lerminier viendra nous parler d'hommes et de femmes à l'esprit d'aventure qu'elle déniche dans le monde entier. Et donc, elle va nous rejoindre et vous allez découvrir. Et ce sera juste après Yael Naïmé, New Soul. So I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake. La 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 la. Strange world, hoping I could learn a bit about what is true and fake. But why all this hate? Try to communicate. Finding trust and love is not always easy to make. La 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 This is a happy end, 'cause you don't understand everything you have done. Why is everything so wrong? This is a happy end. Come and give me your hand, I'll take you far away. I'm a new soul, I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake. Et voilà, on est avec Olivier Boisard, président de l'association U3P qui réunit chercheurs, amateurs, étudiants, passionnés pour lancer la première course Terre-Lune de voiliers solaires. Et en attendant, une première voile solaire dans l'espace, on en reparlera, mais puisqu'on aime l'aventure, en voilà une autre. Chris Crumble, l'esprit d'aventure sur France Inter. Avec Elisabeth Lerminier au bout du monde. Alors au bout du monde, cette fois on va où, Elisabeth? Puisque chaque semaine, tu vas nous emmener dans des coins différents du monde, rencontrer des gens qui ont l'esprit d'aventure, quoi. Voilà, et qui se lancent des défis. Alors là, on part pour Vancouver, tout au bout du Canada. Et c'est une aventure gourmande, vous allez voir, mais pas seulement. La rencontre, c'est avec Alyssa Smith et James McKinnon. Alors tous les deux, ils se sont lancés un défi. Pendant 1 an, ne manger que des aliments produits dans un rayon de 100 miles autour de chez eux. Ça fait à peu près 161 km pour arrondir. Ils ont appelé ça le 100 miles diet, le régime 100 miles.
Ils ont tenu bon, ils en ont tiré un livre, un site internet. Alors, au départ, pourquoi ils ont fait ça ? Bon, ils ont fait ça parce que ils se sont rendus compte d'un chiffre absolument incroyable, dont moi je suis pas encore revenue. Il faudrait presque le vérifier encore, mais en Amérique, pour arriver dans votre assiette, un aliment qui est produit dans une ferme, il parcourt au moins 2415 km. Quand il est produit en Amérique, quoi. Quand il est produit en Amérique, exactement. En France, je ne connais pas le chiffre, mais c'est vrai que c'est un peu pareil chez nous. Il ne faut pas rêver, c'est moins que ça. Mais avec les plateformes de distribution, les centrales d'achat, il ne faut pas croire que la salade que vous achetez au supermarché, elle a été cueillie à côté. Simone, hier, était indignée parce que sa ciboulette venait d'Israël. Mais même déjà à l'intérieur de la France. Alors tout ça, ça fait un paquet de camions sur les routes, ça fait du CO2, ça fait du réchauffement. Et au Canada, les citoyens, ils plaisantent de moins en moins sur ce sujet-là. Alors, ils se sont dit, bon, allez, on ne mange plus rien qui ne soit produit dans un rayon de 150 km. Ici en France, bon, on se dit, on mourrait peut-être pas de faim quand même, mais là-bas, il faut savoir que tout est quasiment industrialisé. Sur $100 dépensés pour un produit, en 1910, 40% revenaient dans la poche du fermier, du paysan. C'était plus en 97 que 7%. Ah oui. Alors, ils ont démarré, ils sont allés à la campagne, ils ont une petite maison, et ils ont fait un repas avec des amis, ils ont pêché une truite, ils ont mangé des champignons qu'ils avaient ramassés dans la forêt, et cueilli des pommes sur un vieux pommier abandonné. Mais ça doit devenir même rare, un pommier comme ça qu'on croise là-bas. Puis après, alors, c'était moins gai. Pendant 7 mois, ils ont mangé beaucoup de pommes de terre et de dinde froide, la turkey de là-bas. Et puis un beau jour, ils ont enfin trouvé un paysan qui cultivait du blé. Et là, ça a été la fête. Ils ont recommencé à pouvoir manger du pain, des pâtes et des pancakes au Canada. Alors après, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fini par trouver quand même des marchés, ils ont prospecté. Après, ils ont essayé de trouver les fermiers ou les paysans qui fournissaient ces marchés. Ils ont retrouvé les vieilles recettes pour faire des conserves, pour faire des confitures. Et c'est toute une aventure à partir d'une donnée simple, pas plus de tant de kilomètres de chez moi. Et vous allez voir, il y a des milliers d'Américains et de Canadiens qui s'y sont mis, qui participent à l'aventure. Tu es en train de lancer le mouvement en France. Et voilà. Alors, ils sont tombés sur une étude qui dit quand même que c'est 17 fois moins de carburant de manger comme ça. Alors, il y en a d'autres qui disent même un peu plus. Mais il n'y a pas que les voiles solaires qui sont économiques sur le plan du carburant. Le démarrage, je fais 40 000 km en 1h30 autour de la Terre sans carburant. Mais... Alors, au début, c'était pour lutter donc, contre cette idée du gâchis de transport, mais ça leur a quand même appris beaucoup d'autres choses. Ça leur a appris déjà à regarder la façon dont leurs produits étaient fabriqués, cultivés, donc altopesticides, etc. Et puis, ils se sont rendus compte qu'ils avaient 10 fois plus de conversations avec les gens qu'au supermarché. Donc, c'était aussi plus de liens avec les gens. Et puis, alors, tous les nouveaux goûts. Ils ont éprouvé énormément de plaisir. Ils disent que ce qu'ils ont mangé dans la vie, c'est pendant cette période-là qu'ils ont mangé les meilleures choses. Ils ont découvert des crevettes locales. Ils sont à Vancouver, c'est au bord de la mer. Ils ont retrouvé des poires, 300 sortes de poires différentes, tout ça. Et ils s'en doutaient pas. Ils en trouvaient plus que 2 ou 3 chez le marchand. Et ils ont un petit peu maigri, mais on ne sait pas de combien ils sont partis. Mais c'était pas le but. Bon, pendant qu'on y est, peut-être que ça peut servir. Et ils ont fait quelques économies. Pas des masses. Au début, ça leur a pris du temps, puis du temps qu'ils ont récupéré sur autre chose. Et ils disent qu'ils sont persuadés que préparer des bonnes choses comme ça, dont on sait d'où ça vient, presque du sol jusqu'à la fourchette, ça laisse plus de beaux souvenirs qu'un super film hollywoodien. C'est eux qui le disent. Bon. Alors aujourd'hui, ils en sont où ? Bon, ils ont fait ce site. Il n'y a pas encore du tout. Sur notre site franceinter.com. Voilà, on va tout écrire. Je leur ai écrit, ils m'ont pas répondu. Alors je suis un peu vexée. Ils doivent se dire peut-être qu'en France, c'est pas notre problème. Et ils ne reçoivent pas les mails qui viennent de plus de 161 km. Ils ont dû mettre un filtre. Et ils sont plus vraiment au régime strict parce qu'il y a 3 trucs qui leur manquaient horriblement : les olives, la bière et le chocolat. Mais c'est ça qui est marrant, c'est que selon l'endroit où tu te trouves, il y a des choses qui manquent et puis à d'autres endroits, d'autres. Mais ils ont pas mal d'humour parce qu'ils disent notamment que dans les stations orbitales, ça va pas être simple quand même. Ça, c'est vrai. 150 km autour, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Puis ils ont lancé un grand concours pour Thanksgiving. Alors Thanksgiving aux États-Unis, au Canada, c'est la très grosse fête à l'automne à peu près. C'est comme notre Noël ici. Et ça a marché. Il y a plein de gens qui se sont lancés ce défi. Comme défi. Oui, allez, on fait un Thanksgiving 100 miles diet. Et alors quand on voit leur menu de Thanksgiving, de la citrouille, des patates douces, de la farce avec des marrons,
macarons, des huîtres, des saucisses. Je me demande comment ils ont fait. Et alors, on trouve justement des recettes un peu et des manières de faire originales grâce à tous ces concours qui ont été lancés. Et je me suis lancée hier soir. Ouais. Alors, parce que j'ai plein de prunes. Je pense que tout le monde en ce moment, c'est une année à prunes. Alors, tu les ébouillantes un peu, tu les passes au presse-purée, ça a marché Ah, impeccable. d'accord, pour faire une confiture Pour ou un faire truc une comme ça. confiture, Mais il voilà. n'y a pas de sucre. Une purée et tout. Moi, Et voilà, toujours. la question du sucre. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre à la place du sucre? J'ai gambergé. Et grâce à toi, j'avais du miel dans mon placard. Oui, mais Du d'où miel. il venait, Alors ce là, j'ai miel triché horriblement parce que c'était du miel qui venait de l'île Rodrigue, vous imaginez, au large de l'île Maurice. 10 000 kilomètres. Là, j'ai des mauvais points pour tout le Moi, temps. c'est foutu. Et je vous ai apporté le pot. Je t'ai ramené ton pot. C'est vrai. Voilà, il est Mais plein c'est génial. de ma gâté, hein. confiture. On va le faire goûter à Olivier Boisard. Voilà. Avec Alors, plaisir. il va mettre le doigt dedans parce qu'on n'a pas de petite Avec cuillère. plaisir. Voilà, et après il sucera son Je le doigt. Vous pourriez vous tenir correctement, Olivier Boisard. C'est délicieux. C'est vrai, elle est bonne. C'est vrai. Bon, alors en France, nous, on a quand même il y a déjà des choses pour nous aider à faire ça. Hein. Il y a les fameuses AMAP. C'est cette association pour soutenir les petits producteurs respectueux de l'environnement. On achète des paniers à l'avance. Et ils ont développé une idée que je trouve assez jolie. C'est on devrait chacun avoir un fermier de famille. De la même manière qu'on a un médecin de famille. Et j'ai un dernier truc, si vous voulez, un substitut pour les fous de café. C'est une espèce d'extrait de noisettes grillées. Hein, tu vas essayer ce week-end? Oui, J'ai essayé. On Allez, essaye. bon appétit. Ça y est, il est en train. Olivier Boisard est en train de regoûter sa confiture. Mais vous avez effleuré la confiture. Faut tremper les doigts à pleine main, etc. On va où la semaine prochaine, Elisabeth? Alors, on était à l'ouest, on va filer à l'est, en Biélorussie. Très bien. Alors, on va revenir avec Olivier Boisard. Olivier Boisard, puisque on voyage aujourd'hui dans l'espace, dans le monde, et c'est ça l'esprit d'aventure. Donc, vous êtes toujours président de l'association U3P. Maintenant, vous êtes un président de l'association U3P, Union pour la promotion de la propulsion photonique sucrée, mielée, puisque vous avez mangé la confiture, avec un très beau projet de voile solaire. Et ce projet, on va en parler davantage parce que on peut faire des choses magnifiques, on peut rêver. Et on peut aussi avoir des applications extrêmement efficaces. On en aura tout à l'heure un aperçu avec quelqu'un que vous m'avez recommandé d'appeler juste après M et ses ondes sensuelles. J'entends encore l'onde sensuelle de ta bouche sur la mienne. C'était si fort, c'était si beau. La philosophie de ton souffle entre mes mots. Les plumes volent encerclées par tes ondes. Mes habits collent, faut que je m'inonde. Mais je ne sais plus où donner du crâne. Ça ne répond plus, j'attends la panne. Comment t'atteindre? Mais comment t'atteindre? Onde sensuelle, toi qui me donnes des ailes. Pourrais-je te rendre un jour éternel pour nous lier jusqu'au ciel? Double sens si romantique m'ont troublé, onde magique. Y a-t-il un sens à ta venue? As-tu un nom? Moi non plus. Mais comment t'atteindre? Mais comment t'atteindre? Onde sensuelle, toi qui me donnes des ailes. Pourrais-je te rendre un jour éternel pour nous lier jusqu'au ciel? Mais comment t'atteindre? Onde sensuelle, toi qui me donnes des ailes. Pourrais-je te rendre un jour éternel pour nous lier jusqu'au ciel?
sensuel, toi qui me donnes des ailes. Comment t'attends, sensuel, toi qui me donnes des ailes. Et nous revoilà, on continue à rêver de voiles solaires, de propulsion photonique avec vous, Olivier Boisard, président de l'U3P, donc Union pour la promotion de la propulsion photonique. On a rêvé tout à l'heure de voiles solaires, on a eu l'impression que c'était un peu un jeu en même temps, mais en même temps, il y a des applications très intéressantes à la propulsion photonique. Au-delà de faire des courses, comme on rêve à le faire, on peut imaginer, ne serait-ce qu'utiliser les voiles pour visiter le système solaire, aller sur Titan qu'on évoquait tout à l'heure, et puis visiter tous les planètes voisines. Puis il y a différentes applications. La lumière qui arrive sur une voile, ça peut servir soit comme mode de propulsion, mais au-delà de ça, une voile peut faire deux choses. Elle peut réfléchir la lumière, ou au contraire la masquer. Alors, réfléchir la lumière, ça a déjà été fait par un miroir qui s'appelait Znamia, qui a été déployé dans l'espace en 92 depuis la station Mir. Et puis, masquer le soleil, ça peut servir. Je vais peut-être pas en dire plus parce qu'il y a des études qui ont été faites et je pense que... On va téléphoner à Jean-Yves Prado. Il y a un très bon copain de l'U3P qui a travaillé sur l'idée, avec quelqu'un d'autre qui s'appelle Alain Perret, de moucharabier spatial. J'aime bien le terme, le moucharabier. Vous savez, ces grilles qui permettent dans les pays ensoleillés d'avoir la lumière sans avoir la chaleur. Eh bien, transposer le moucharabier dans l'espace, mais j'en dis pas plus. Mais je pense que Jean-Yves Prado, bonjour. Bonjour Chris. Vous allez nous en dire plus. Donc vous êtes ingénieur au CNES, responsable du programme de physique solaire. Et Olivier Boisard me disait que vous travaillez sur les possibilités de détourner la trajectoire d'un astéroïde qui, par exemple, nous menacerait. Oui, effectivement, il y a depuis quelques années pas mal d'études qui sont faites sur ce sujet-là, en prenant en compte le risque que la Terre soit percutée par un petit astéroïde de quelques centaines de mètres de diamètre. Oui, alors bon, on ne veut pas non plus faire de l'alarmisme excessif ou du sensationnel. Il peut y avoir un risque un jour qu'un astéroïde heurte la Terre, mais c'est un nombre de probabilités extrêmement faible. Alors parlons d'Apophis. Alors Apophis est le premier candidat effectivement à une collision éventuelle avec la Terre. Il a été découvert en 2004, donc très récemment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il doit revenir tout près de la Terre en 2029, 13 avril. Tout près, ça veut dire quoi? 40 000 kilomètres en gros? C'est ça, c'est quasiment même distance que l'orbite des satellites géostationnaires, donc c'est vraiment très près à l'échelle du système solaire. Et selon l'endroit où il va passer à ce moment-là, il reviendra au bout d'un certain nombre d'années, au même endroit. 7 ans plus tard. Donc, selon les conditions dans lesquelles il va passer en 2029, il peut ou non percuter la Terre en 2036. Il y a à peu près une chance sur 100 000, c'est pas énorme. Parce que ce qui peut se passer, c'est qu'en effet, la première fois qu'il va passer, son orbite va être modifiée par différents effets. Alors là, les explications physiques sont un peu compliquées, mais ceux qui ont envie d'en savoir plus ont qu'à aller sur le site de l'u3p.net qui renvoie sur votre site pour en savoir plus. Et en tout cas, si cette orbite était modifiée, alors là, en effet, il y aurait une probabilité faible, rassurons-nous, que ça heurte la Terre. Et si vraiment il s'avère que le risque est très élevé après la rencontre de 2029, on dispose de plusieurs moyens qui sont en cours d'investigation pour modifier la trajectoire de l'astéroïde de manière à vraiment le mettre hors d'état de nuire. Alors ces moyens... Alors ces moyens, il y en a plusieurs. Il y a des moyens, je dirais, brutaux. Donc c'est d'envoyer une bombe atomique pour le faire exploser, etc. Bon, c'est pas très sympathique, très élégant. Et il y a des méthodes qui sont beaucoup plus délicates, beaucoup plus subtiles, qui consistent à communiquer à l'astéroïde une très légère force. En fait, pour modifier une trajectoire, soit on ajoute un effet, soit on en retranche un. Et l'idée, comme le présentait Olivier Boisard à un moment là, c'est de mettre le satellite à l'ombre, donc de le refroidir, et en faisant ça, on supprime un des effets qui perturbe sa trajectoire. Cet astéroïde, il a quelle dimension quand même, pour se rendre compte un peu? Alors l'astéroïde, il est estimé à peu près 300 mètres de diamètre. Donc pour le visualiser, une image? Écoutez, c'est à peu près c'est la longueur d'un porte-avions nucléaire. Ouais. Et c'est à peu près l'équivalent d'une centaine en masse, en poids. C'est à peu près l'équivalent
2000 fois la Tour Eiffel. Oui, donc si ça tombe, ça fait quand même des dégâts considérables. Oui, On considère que si ça tombe sur Terre, il ne devrait plus rester grand-chose dans un rayon d'une centaine de kilomètres autour du point d'impact. Et si ça tombe dans l'eau ? Ça fait une jolie vague. Voilà. Alors, vous m'avez bien dit, attention, on n'est pas là pour communiquer la panique. La probabilité est très faible, mais pourquoi pas prévoir, quoi ? Alors, non seulement la probabilité est très faible, mais de manière un petit peu paradoxale, on ne sait pas s'il va rencontrer la Terre, mais on sait que s'il la rencontre, il ne percutera certainement pas l'Europe. Il y a une ligne d'intersection qui passe par le Pacifique, l'océan Atlantique, donc de toute façon, nous, on ne craint rien. Oui, bon, ça, c'est pas un argument, quand même. Si la plupart de vos auditeurs sont français européens, je pense que ça peut les rassurer. Mais ils ont peut-être des copains, vous savez. Et il faut déployer quelle surface pour arriver à modifier comme ça la trajectoire d'un astéroïde ? L'astéroïde lui-même, donc si on représente ça comme une sphère de 200 ou 300 mètres de diamètre, il faut le mettre à l'ombre. Donc pour le mettre à l'ombre, il faut masquer à peu près une surface équivalente de l'ordre de 200 mètres de diamètre à peu près. C'est-à-dire, en gros, vous faites comme une éclipse artificielle ? On fait comme un parasol. Ouais. Comme un mouchoir à biais. Donc un mouchoir à biais, s'il laisse passer un petit peu de lumière. Ouais. Mais l'idée, c'est effectivement de masquer la lumière, donc ce que disait Olivier tout à l'heure, non pas d'utiliser une voile, non pas pour comme miroir pour profiter de la face qui est éclairée, mais au contraire comme parasol, et donc pour faire sa capacité de masquer la lumière. Alors moi, ce qui me touche, c'est que finalement tout ça, c'est très sérieux, quoi. Ça paraît de la science-fiction, ça paraît, on se dit bon, on a affaire à de doux rêveurs, mais pas du tout. Je crois Jean-Yves Prado, de même que Olivier Boisard, enfin vous travaillez avec des gens très sérieux. Vous êtes au CNES déjà, Jean-Yves Prado, c'est pas de la rigolade, quoi. Non, c'est pas de la rigolade, mais c'est une chose sérieuse en termes de risque pour la population mondiale. On ne pourrait pas admettre qu'il y avait une possibilité, si le risque est confirmé, qu'il y ait eu une possibilité de faire quelque chose et qu'on ne l'ait pas utilisé. Eh oui, bien sûr. Donc, et même si pour Apophis, donc le prochain astéroïde qui passe, ce n'est pas nécessaire, ça peut l'être pour un autre dans quelques années ou dans quelques dizaines d'années. Bien sûr. Alors merci de travailler pour nous. Merci de nous sauver une fois de plus. Rendez-vous en avril 2029. Merci Jean-Yves Prado. Alors Olivier Boisard, donc je vous vois, vous êtes heureux quand vous entendez ça, quoi, parce que vous sentez que cette propulsion photonique, finalement, on la prend très au sérieux. Ah, c'est un joli lien entre nos projets qui font rêver et puis une application très concrète. Ouais. Et en plus, ce que j'ajouterais sur ce que décrivait Jean-Yves à l'instant, c'est que ça fait moi, c'est un intérêt personnel de tout ce qui est architecture dans l'espace. Tout est inventé dans l'espace. On n'a plus de gravité, donc toutes les formes sont... Ça fait des très jolies formes. En fait, c'est beau. Quand on se promène sur votre site, d'ailleurs, je recommande à tout le monde de s'y promener parce que c'est un vrai voyage. On a l'histoire, on a les images, on a la prospective. Enfin, c'est passionnant. Donc, il faut aller sur u3p.net. Exactement. Et là, alors, bonjour le beau voyage. Et par exemple, pour faire cet écran devant Apophis, il peut avoir une voile, mais il peut avoir, c'est ce que développe comme idée Jean-Yves, une flottille comme une dizaine de petits voiliers. On sait les positionner aujourd'hui. Vous imaginez la technologie pour positionner très précisément. Donc vous avez en fait tout un essaim de voiliers qui se positionnent tout d'un coup pour faire une forme parfaitement belle. Donc tout ça est très beau également.
Reconnaissez-vous ce bruit, Olivier Boisard? C'est le bip-bip. C'est le fameux bip-bip du premier Spoutnik, qui était le premier satellite artificiel autour de la Terre. C'était pas très grand, hein? C'était pas très grand. On en fête son anniversaire cette année. 50e anniversaire? Le mois prochain même. Ouais. C'est un bel anniversaire de l'aventure spatiale. Mm-hmm. Donc il a été satellisé à une altitude comprise entre 230 et 950 km et il tournait autour de la Terre en 97 minutes. Voilà, et il pesait 83 kg 400. Ce qui était déjà pas mal. C'était déjà pas mal d'envoyer ça. Hein. Alors ça, d'ailleurs, vos partenaires dans le projet Libellule Dragonfly se sont beaucoup impliqués dans la commémoration de Spoutnik. Alors, il y a eu un très beau projet qui a été fait en 97 pour le précédent anniversaire, enfin 40e anniversaire. Ouais. Et je pense notamment à deux personnes que je peux citer, notamment Gérard Auvray qui est le président d'AMSAT et qui pilote toute l'ingénierie de notre projet de Libellule actuellement. Et puis Guy Pignolet qui avait piloté également le projet de Spoutnik en 1997, donc, qui est président d'honneur de l'U3P également. Et ils avaient fait une petite réplique avec des collégiens du Spoutnik, qui a été lancé à la main. C'est le seul satellite qui a été lancé à la main. Je vous jure que je n'invente pas. J'ai le film, il est sur le site, mais il a été lancé à la main depuis une station spatiale par un spationaute. Donc il était envoyé dans la soute, un petit vaisseau automatique, et un astronaute a lancé ce Spoutnik artificiel fait par des collégiens, notamment de l'île de la Réunion. Et on pouvait entendre ce bip-bip pendant plusieurs mois. De même que dans notre satellite, puisque c'est les mêmes pilotes de projet qui interviendront, il y aura un petit bip-bip qu'on pourra entendre à heure régulière lors du passage du satellite à 200 km d'altitude. Donc, je résume, l'U3P Union pour la promotion de la propulsion photonique, associée avec différents partenaires, c'est-à-dire AMSAT France et Voisat. Voisat, qui est une association de région parisienne, avec notamment des entreprises de région parisienne. On a aussi des partenaires, on a eu des contacts avec la Russie, le Moscow Aviation Institute, qui est une école donc russe. Donc tout le monde s'y met, quoi. Voilà, on a des contacts en Italie. Partenaires, entreprises, chercheurs, etc. va envoyer prochainement dans l'espace Libellule Dragonfly, alors qui n'est pas un voilier solaire capable de faire la course Terre-Lune, mais qui est quand même une première étape. Qui est une première étape, et on doit d'abord être très modeste, parce que c'est un projet qui a différents aspects. On a fait beaucoup d'études préparatoires, des étudiants ont fait un gros travail, on a déjà des éléments assez avancés. On a là terminé une première phase. Mais alors ça coûte combien d'envoyer une voile solaire? Je veux faire une voile solaire, allez. Vous voulez faire une voile solaire? Ouais. Nous, on a chiffré, alors de façon très concrète, notre projet, hors du lancement. Nous, on a chiffré à 50 000 € la réalisation de notre microsatellite. Oui, donc on entre dans des ordres de prix qui sont plus absolument inaccessibles, quoi. Ouais. Ça n'est pas du tout inaccessible et c'est pour ça que je suis heureux, vraiment, comme on l'évoquait tout à l'heure, là, de faire un appel. On a déjà des entreprises avec qui on a été en contact, mais si des personnes sont intéressées, surtout qu'elles n'hésitent pas à aller sur notre site et puis on répondra à toutes les questions comme on en a souvent sur Internet. On sera heureux de leur présenter en plus en détail notre projet. Donc il s'agit vraiment, avec ce petit budget, de faire un satellite là qui sera prêt à être lancé. Et puis après, il faudra faire le lancement. Alors, il paraît qu'il faut 1 kilo d'or par kilo qu'on envoie dans l'espace. Alors, c'est un ordre de grandeur qu'on donne souvent. C'est vache, ça. Ouais. Ça monte les prix. Pas tant que ça, finalement. Grosso modo, ça fait 20 000... Alors, je ne connais pas le prix, le cours de l'or, mais pour moi, c'est de l'ordre de 20 000 € par kilo. Il faut être validé. Donc, comme certains satellites amateurs, aujourd'hui, trouvent une petite place à bord de lanceurs commerciaux. Quand vous lancez un gros satellite de communication qui fait des centaines des tonnes, des kilos des tonnes, vous avez héberger un petit strapontin de quelques kilos et donc ce sera une possibilité de solliciter un vol. Ou alors, l'autre possibilité, c'est de trouver 3 kilos d'or, comme vous le disiez tout à l'heure. Je dirais plus concrètement 60 000 ou 100 000 €. Enfin, ça dépend des lanceurs. Bien sûr. Alors, on ne va pas terminer sur le fric parce que, on est obligé d'en parler. On en parle, mais ce n'est pas notre premier... On va terminer sur le rêve. Donc, qu'est-ce que je vais voir, moi, quand vous allez l'envoyer, cette petite voile solaire là. La petite première, vous la verrez à l'œil nu déjà. Oui. Donc vous verrez ça, vous verrez sur Internet la caméra à bord. Donc vous aurez la petite webcam qui... Ah oui, donc je verrai tout ce qu'elle voit. Vous verrez tout ce qu'elle voit, vous verrez la Terre vue du ciel. On m'expliquera en même temps ?
On pourra boulot. On pourra montrer effectivement les étapes du déploiement, là, un peu, et puis on s'adressera à la fois à des gens qui veulent rêver, à la fois on montrera la faisabilité de l'ensemble, parce que l'étape d'après, ce sera de faire une voile de, par exemple, 40 mètres de diamètre, et là on pourra la piloter, et là on pourra aller vers la Lune. Et là, on ne sera plus très loin de la course de voilier solaire Terre-Lune. Et là, on sera près de la course. À laquelle vous rêvez quand même depuis maintenant 25 ans. On est tenace. Vous êtes des rêveurs concrets. Ouais, il faut je pense qu'un rêve est intéressant quand il a un lien avec la réalité. Il va au-delà de la réalité, mais il la tire vers lui. Et c'est important d'être tiré par un rêve, puis de garder tous les projets spatiaux. Il faut du temps. Ne serait-ce que la sonde Cassini-Huygens qu'on évoquait tout à l'heure, elle a été conçue il y a 15 ans, 20 ans. Elle a mis des années pour voyager. Et puis, elle a ramené ses sons, ses images de Titan, de Saturne. Donc, il faut du temps. Donc, il faut de la persévérance. Mais le rêve porte tout ça. Je suis sûre que vous en avez, Olivier Boisard. On se retrouve à bord d'un voilier solaire bientôt. Moi, je vous invite avec grand plaisir. Merci. Le site de l'U3P, c'est www.u3p.net, mais vous trouverez tout ça, les adresses, les liens, les photos et bien plus sur franceinter.com et tous les liens qui vous sont nécessaires. Émission Chris Crumble, c'est Yvan Beaugelet qui s'en occupe, qui déniche les extraits sonores qui nous font rêver. À la technique aujourd'hui, Tanguy Lecourneau, Simone Depoux qui s'est fait greffer un casque à la naissance et à qui cet été vous avez dû l'émission Climat à réaliser ce Crumble, et le seigneur Djoubaka en a choisi les musiques. La semaine prochaine, nous serons avec Dominique Agnel qui, après avoir fait le tour des psys parce que son gamin était allergique à l'école, a décidé de le prendre sous le bras et de l'emmener voir comment vivent les hommes. Niger, Canada, Grand Nord, Marquise, et surtout la rencontre entre une mère et son fils. Et puis aussi comment, par amour, une femme suit Loïc Pochet dans une aventure folle et se crache au-dessus du Groenland. Mais ne vous en faites pas, les projets et l'amour tiennent le coup.